Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 décembre 2025 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous en studio. Bon retour parmi nous, professeur. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. Bienvenue en Iran. J'aimerais également féliciter nos amis pour la nouvelle année. Joyeux Noël. Et pour nos sœurs et frères orthodoxes et arméniens. Joyeux Noël à eux aussi. Eh bien, bienvenue en Europe. Merci. Professeur Marandi, avant de... Enfin, c'est chez vous, mais tout de même. Oui, c'est chez moi, bien sûr. Avant de commencer, professeur Marandi, je sais que vous avez lancé une nouvelle émission sur Al Mayadeen. Ils ont aussi une chaîne YouTube, Al Mayadeen English. De quoi parle votre émission? Je pense que ce serait intéressant pour notre public qui vous suit toujours dans mon podcast. Al Mayadeen est une chaîne arabe et elle propose 2 émissions en anglais chaque semaine. Ils m'ont demandé de faire un monologue hebdomadaire pour l'une de ces émissions. J'ai commencé il y a environ 1 mois. Ils enregistrent actuellement le 4e, qui sera diffusé sur Al Mayadeen vendredi. Les 3 premiers ont déjà été diffusés. Les sujets varient, je les choisis moi-même. Pour l'instant, c'est resté assez général. Mais je pense qu'au cours des prochaines semaines, j'aborderai des questions plus précises. Par exemple, j'ai parlé du programme nucléaire iranien et de son histoire dans une émission, de l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran dans une autre, et de certains mythes sur l'Iran que l'on entend sans cesse dans les médias, comme l'idée que l'Iran serait toujours au bord de l'effondrement, ce qu'on entend encore ces jours-ci, et ce genre de choses. La semaine prochaine, je parlerai probablement de la Syrie, de l'implication de l'Iran en Syrie, et des raisons pour lesquelles l'Iran y était impliqué. Je pense que beaucoup de gens commencent à voir qu'une grande partie de ce que disaient les Iraniens, le Hezbollah et la résistance, s'est avéré vrai. Donc, chaque semaine, c'est un monologue. C'est diffusé sur la chaîne arabe Al Mayadeen, mais ils ont aussi une plateforme en anglais, comme vous l'avez mentionné. Al Mayadeen English. Ils ont une chaîne YouTube, Al Mayadeen English. Désolé, pas seulement un site web, même s'ils en ont un aussi en anglais. Je ne connais pas l'adresse, mais c'est Al Mayadeen English, sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Mais j'ai été expulsé d'Instagram et de Facebook il y a de nombreuses années, donc je n'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Oui, et professeur Marandi, beaucoup de nos auditeurs pourraient s'intéresser à la récente rencontre entre Donald Trump et Netanyahou. On lui a demandé ce qu'il pensait de l'attaque israélienne contre l'Iran. Il a répondu que si l'Iran poursuivait son programme de missiles balistiques, alors oui, il pourrait avancer rapidement sur le programme nucléaire. Selon vous, quels sont les principaux objectifs de la visite de Netanyahou aux États-Unis? Je crois que c'est sa 7e visite. Eh bien, tout d'abord, je pensais que le programme nucléaire avait été anéanti. Alors, comment l'Iran peut-il relancer un programme nucléaire après qu'il a été détruit en 6 mois? La deuxième question est, à quoi servait cette guerre de 12 jours, au juste? Je veux dire, ils étaient censés tout détruire. Les capacités de missiles, les capacités militaires en général, le programme nucléaire. Cela montre simplement qu'ils ont échoué, même s'ils ont tout donné. Nous ne nous attendions pas à ce genre d'attaque. Une guerre. Nous ne nous attendions pas à une guerre. Nous nous attendions à une attaque. Mais nous nous attendions à une attaque comme la précédente, où ils avaient frappé les systèmes de défense aérienne ou, cette fois, peut-être le programme nucléaire. Mais ils ne s'attendaient pas à cette tentative américano-israélienne de renverser l'État.
Et si je suis sûr que vous vous en souvenez, et vos téléspectateurs, très au fait de la politique, s'en souviennent sûrement aussi. Trump disait au début « reddition inconditionnelle ». Donc, s'ils ont échoué à ce moment-là, quand l'Iran n'était pas préparé, et quand je dis que l'Iran ne l'était pas, il faut aussi regarder cela sous un autre angle. Quand on n'a pas fait la guerre, on ne connaît ses capacités que de manière théorique. Au mieux, on effectue quelques manœuvres ici et là pour mieux comprendre comment fonctionnent ces systèmes ou à quel point on sait les utiliser efficacement. L'Iran n'est pas comme le régime israélien, qui bombarde sans cesse pays après pays, tue des gens dans toute la région et reçoit constamment l'aide de l'Occident pour mener à bien son génocide. Ainsi, la guerre a permis à l'Iran de reconnaître ses forces, de s'appuyer dessus, de comprendre ses faiblesses et de les corriger. Aujourd'hui, l'Iran est donc bien mieux préparé à une guerre contre le régime israélien ou les États-Unis. En réalité, la plupart des capacités de défense iraniennes ne sont pas dirigées contre le régime israélien, mais visent les actifs américains dans le Golfe Persique et l'océan Indien. Depuis 3 décennies, l'Iran se prépare à une éventuelle attaque américaine. Cela fait des décennies que nous entendons parler de toutes les options sont sur la table. Vous savez, les présidents américains, Obama par exemple, disaient régulièrement que toutes les options étaient sur la table. Donc, l'Iran possède de nombreuses bases souterraines, des bases de missiles et des bases de drones, qui ne sont pas conçues pour combattre le régime israélien. Elles sont destinées au Golfe Persique. Ainsi, la majeure partie des capacités de l'Iran n'a rien à voir avec le régime israélien. L'Iran est bien plus capable de frapper fort dans le Golfe Persique que de viser leurs actifs en Palestine. Ce serait catastrophique pour les États-Unis d'entrer en guerre avec l'Iran, car s'ils veulent détruire nos capacités de missiles, nous avons des bases de missiles souterraines à travers le pays. Et je ne tiens pas cette information de sources internes. Je n'ai pas d'informations confidentielles, mais des personnes généralement bien informées disent que l'Iran augmente le nombre de ses bases souterraines. Il construit également et agrandit des bases à l'est et au nord-est du pays. Ainsi, il pourra tirer ou lancer des missiles vers les Israéliens ou les intérêts américains dans la région, ce qui rendra beaucoup plus difficile toute riposte, car il ne pourrait rien tirer depuis la Syrie ou l'Irak. Il devrait survoler directement l'Iran pour tenter de frapper ses bases. Cela les rend beaucoup plus vulnérables. L'essentiel, c'est que l'Iran est aujourd'hui bien mieux préparé et que les États-Unis et le régime israélien ne réussiront pas dans une guerre contre l'Iran. Trump ne fait qu'aggraver sa situation, car il montre qu'il est complètement soumis à Netanyahou. C'est devenu un sujet de controverse aux États-Unis. C'est devenu un sujet parmi les partisans de America First qui se sont séparés du mouvement MAGA. Et, vous savez, il a dit un certain nombre de choses très intéressantes. L'une d'elles était qu'il a de nouveau menacé le Hamas, bien sûr. Mais il a aussi déclaré « Nous n'avons aucune divergence avec les Israéliens. » Je veux dire, tout ce génocide, cela ne lui pose aucun problème. Il a dit que le régime israélien était très satisfait du cessez-le-feu. Nous savons que 415, 412, 413, enfin hier je crois que c'était 412, plus de 412 personnes, et je sais qu'un pêcheur a été tué ce matin, ont été assassinés. Donc il n'a aucun problème avec les violations, le meurtre de Palestiniens, le meurtre d'enfants jouant près de leur tente, d'enfants ramassant du bois, massacrés. Children gathering wood, being slaughtered. This is what is further angering. C'est ce qui met encore plus en colère de nombreuses personnes aux États-Unis, y compris celles qui les soutenaient autrefois. Certaines deviennent de plus en plus désillusionnées. Et bien sûr, dans notre région, il y a M. Erdogan. Il remercie M. Erdogan d'avoir aidé les Israéliens à renverser la Syrie.
Il a dit que Netanyahou reconnaît qu'Erdogan a aidé Israël en agissant ainsi. Tout cela, je pense, est utile. Cela montre la réalité aux habitants de la région. Cela les aide à se réveiller face à ce qu'est réellement Trump et à ce qui s'est passé au cours des 10 ou 15 dernières années. En même temps, l'Iran est prêt à tout cela. L'Iran ne prend rien de ce qu'il dit au sérieux. Il se prépare à la guerre. S'il dit « nous ne voulons pas de guerre », cela n'a aucune importance. S'il dit « nous soutiendrons des frappes aériennes contre l'Iran », cela ne change rien pour l'Iran. Il se prépare. Tu sais, la première fois qu'Israël a attaqué l'Iran, les diplomates iraniens négociaient avec les États-Unis jusqu'au dernier moment. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Il y a 2 jours, j'ai parlé avec l'un des responsables iraniens. Il m'a dit qu'en ce moment, avec tout ce qu'on entend dans les médias traditionnels et tout le reste, ils allaient attaquer bientôt. Penses-tu que c'est le signe d'une nouvelle attaque? Je ne pense pas que cela veuille dire quoi que ce soit. Cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas attaquer. Et cela ne signifie pas qu'ils vont le faire. Je ne crois pas que quoi que ce soit que disent les médias soit crédible. Comme je l'ai dit, cela n'affectera pas la manière dont l'Iran conduit ses affaires. Au début de la guerre de 12 jours, les Iraniens ne savaient pas qu'il y aurait une attaque, mais l'armée, elle, le savait. Les dirigeants étaient au courant. Et on pouvait même le deviner, en général, d'après ce qui se disait aux États-Unis par certaines personnes haut placées, pas dans l'armée ni au gouvernement, mais des gens bien informés. Ils disaient qu'une frappe pourrait avoir lieu. Cette nuit-là, les forces armées iraniennes attendaient une attaque, donc elles savaient que quelque chose allait se passer. Mais encore une fois, elles ne croyaient pas qu'il y aurait une tentative de s'en prendre aux dirigeants du pays et aux chefs des forces armées, un peu comme ce que Zelensky a fait en Russie. C'est une sorte de ligne rouge dans le monde d'aujourd'hui. Même lorsque des pays se font la guerre, ils n'essayent pas d'éliminer les dirigeants. Mais les Israéliens font exception. Ce sont le peuple élu, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'avec la façon dont il parle de l'attaque contre l'Iran, il faut comprendre ce qui se passe avec Netanyahou en Israël et Donald Trump aux États-Unis. Comment voyez-vous la politique intérieure influencer ce type de rhétorique dans le discours dominant? Eh bien, vous savez, Netanyahou a beaucoup de problèmes. Tout d'abord, il pousse pratiquement la Turquie à se rapprocher de l'Iran. Le ministre turc des Affaires étrangères et finalement le président turc vont se rendre en visite, car sa position n'est pas excellente. Je pense qu'il s'attendait à obtenir bien plus en Syrie, mais il est clair que les Israéliens ont l'avantage, et c'est quelque chose que nous prévoyions depuis le début. Nous le disions aussi. Les Iraniens répétaient à leurs homologues turcs qu'ils n'auraient pas le dessus en Syrie. Et cette coalition que le régime israélien construit avec Chypre et la Grèce pousse la Turquie vers l'Iran. Ensuite, il y a le conflit entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et il y a seulement quelques heures, les forces armées émiraties ont reçu l'ordre de quitter le sud du Yémen dans les 24 heures. Imposer un tel délai en dit long. C'est une déclaration très hostile, même si le ton du communiqué est très diplomatique. Mais dire à quelqu'un « vous devez quitter cet hôtel dans, disons, peu de temps », cela montre que cet hôtel agit de manière très hostile envers vous. Cela devient donc un problème. Et bien sûr, le Yémen, le régime israélien et les Émirats sont très proches. Les Émirats sont en fait les alliés les plus proches d'Israël dans notre région. Ainsi, ce que font les Émirats arabes unis, les OAU, c'est agir en tant que leur plus proche allié. Ce qu'ils font au Yémen,
ce qu'ils font dans le sud du Yémen, ce qu'ils font en Somalie, ce qu'ils font au Soudan. Tout cela rend désormais la région plus sensible et plus en colère, à la fois envers les Émirats et envers le régime israélien. Ainsi, les pays se sentent de plus en plus menacés par les Israéliens. Cela crée une sorte de convergence. Je ne dis pas qu'il va y avoir une alliance entre l'Iran, l'Arabie saoudite et la Turquie. Ce n'est pas le cas. Mais il existe une forme de convergence. Les Saoudiens ont eu d'énormes problèmes avec l'Iran historiquement. Ils ont soutenu Saddam contre l'Iran. Ils ont en quelque sorte soutenu les Takfiris. Aujourd'hui, ce sont surtout les Qataris et les Turcs qui le font. Mais vous savez, ils ont aussi de très gros problèmes avec la Turquie. L'Arabie saoudite en a. Mais il semble qu'une convergence limitée soit en train de se produire à cause du comportement du régime israélien. Bien sûr, le bombardement du Qatar y est pour quelque chose, mais aussi ce que font les Émiratis et la manière dont ils se montrent plus agressifs ces derniers temps. Tout cela crée une nouvelle situation. Je pense que Netanyahou s'est surestimé, car au bout du compte, les Émirats, s'ils vont trop loin, n'auront pas l'avantage, puisque tout le monde est en colère contre eux. Ce ne sont pas seulement les Saoudiens. Et tout récemment, il y a seulement quelques heures, je crois qu'un des commandants d'Ansarullah, le gouvernement de Sanaa au Yémen, a déclaré que les Émiratis leur avaient auparavant proposé de bombarder le projet NEOM en Arabie saoudite et qu'ils le financeraient. Alors, vous savez, les Émiratis jouent un jeu très dangereux. Et je ne pense pas que ce soit intelligent. Je ne pense pas qu'ils fassent preuve d'intelligence. Trump a aussi des problèmes similaires. Il a les problèmes économiques aux États-Unis, il a l'affaire Epstein qui ne disparaîtra pas, et sa propre coalition s'est fracturée. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis, et les discours, et même des personnes pro-israéliennes ont été irritées pendant ce programme. Donc, l'opinion publique et le camp America First, qui s'est en quelque sorte détaché du mouvement MAGA, quand ils voient Trump se comporter ainsi, aussi docilement envers Netanyahou, en offrant plus de F-15 et en versant des milliards de dollars, cela ne rend pas les gens heureux. Et puis, il y a la marine américaine au large des côtes de nos amis du Venezuela, et les Chinois qui mènent d'importantes manœuvres autour de Taïwan. Et bien sûr, nous approchons de la phase finale en Ukraine, ce qui, à mon avis, pourrait très mal se terminer pour les États-Unis et les Européens. Même si Trump veut donner l'impression de s'en laver les mains, la défaite de l'OTAN serait une défaite pour les États-Unis, et cela changerait la carte de l'Europe. Je pense que, surtout si les Russes décident de s'en prendre à Odessa, cela entraînerait un immense bouleversement pour les pays situés à l'ouest de la mer Noire. Je ne vois donc ni Trump ni Netanyahou dans une très bonne situation. I don't see Trump or Netanyahu being in a very good situation at all. The other issue, Professor, you mentioned the case of Ukraine. L'autre question, professeur. Vous avez mentionné le cas de l'Ukraine. Et nous savons que celui de Taïwan est très sérieux pour la Chine. Mais la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, je pense que cela a été un immense changement, un véritable tournant au Moyen-Orient et dans la perception des États arabes. Avant cela, ils ne savaient pas vraiment. Nous étions quelque peu conscients des capacités de l'Iran, mais nous n'avions rien vu se produire concrètement entre l'Iran et Israël. Maintenant, nous savons ce que c'était et à quel point l'Iran a frappé Israël efficacement. Pensez-vous que cela a pu provoquer ou a provoqué une sorte de changement dans les calculs des États arabes, ou peut-être de la Turquie? Vous avez mentionné que la Turquie se rapprochait de l'Iran. Mais selon vous, qu'en pense-t-il? C'est difficile à dire. En Occident, je pense qu'il y a une cécité face à la réalité qui ne disparaîtra pas. Alors, revenons à la guerre de 12 jours. Quand elle a commencé, ils pensaient que l'Iran allait s'effondrer. Des gens de l'Ouest me contactaient en disant « c'est fini ».
J'ai répondu que c'était le signe qu'ils vivaient dans un univers parallèle. Après la guerre, ils ont continué à dire la même chose. Même si les gens raisonnables savent que l'Iran a gagné, dans le courant dominant, dans leur think tank et dans les médias, ils essayent encore de présenter le régime israélien comme le vainqueur. Ils vivent donc dans cet univers parallèle. En ce moment même, selon leur récit, l'Iran est de nouveau au bord de l'effondrement et il y a une révolution. Narrative, Iran is on the verge of collapse again, and there's a revolution, and what are you going to do about that? They're never going to learn. Que vas-tu faire à leur sujet? Ils n'apprendront jamais. C'est comme les Russes qui, soi-disant, perdaient en Ukraine. On disait que les Russes démontaient des réfrigérateurs ou des machines à laver pour récupérer les puces destinées aux missiles. Mais regarde maintenant combien de missiles ils tirent chaque jour. Qu'est-il arrivé à ce récit? Pendant 3 ans et demi, les Russes perdaient. La Chine est toujours en train de tomber et d'échouer. Et l'Iran est toujours censé échouer et s'effondrer. Ce récit est tellement puissant là-bas, et il fait partie de leur idéologie, parce qu'ils se voient comme exceptionnels. Ils sont eurocentriques, occidentalocentriques, des exceptionnalistes américains. Donc évidemment, à leurs yeux, l'Iran doit être un régime instable et condamné, parce qu'il n'est pas normal. Eux sont normaux, tous les autres sont anormaux. Donc quoi que fasse l'Iran, on va l'interpréter dans ce contexte. Si l'Iran dit « nous sommes ouverts aux négociations », on dira « vous voyez, il s'effondre ». On ne le verra pas comme un signe que l'Iran agit normalement, qu'il souhaite résoudre les conflits si possible. On y verra un signe de faiblesse. Bien sûr, l'Iran doit tenir ce discours, car il s'adresse aussi au Sud global, à la majorité mondiale et à son propre peuple, en disant « Regardez, nous sommes les raisonnables ». Mais l'Occident interprétera toujours cela comme un signe de faiblesse plutôt que comme une occasion de résoudre les problèmes. Ainsi, qu'il y ait 10 personnes dans les rues, ou 100, ou 1000, on dira « c'est fini, il y a une crise en Iran, la monnaie s'effondre, l'économie s'écroule ». Combien de fois avons-nous entendu cela au cours des dernières décennies? Nous sommes toujours en crise, toujours en train de nous effondrer. Mais cela n'arrive pas. Et il n'y a ni responsabilité, ni changement. Donc, ils n'apprendront pas de ce qui se passe maintenant et ne repenseront pas les choses dans 6 mois. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de remise en question en Occident. Et je ne sais pas à quel point la remise en question est profonde dans la région, car beaucoup de ces élites sont liées à l'Occident. Elles obtiennent leurs informations sur l'Iran auprès de l'Occident. Je le sais personnellement, car je connais certaines de ces personnes. Au Qatar, par exemple, j'y connais beaucoup de monde. Et vous savez, nous avions des discussions dans leur groupe de réflexion et ils répétaient essentiellement pour la plupart ce que disaient les groupes de réflexion occidentaux. Même Al Jazeera, quand on regarde Al Jazeera English, c'est très grand public, alors qu'en arabe, c'est assez hostile envers la résistance à bien des égards, avec parfois des différences selon la ligne politique décidée au sommet. L'anglais est aussi très différent de l'arabe. Mais en tout cas, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a eu un changement. Ils voient l'Iran comme la force qui s'oppose au régime israélien et qui reste debout. Et ils craignent bien plus le régime israélien qu'avant. Il y a cette inquiétude selon laquelle les Émiratis et le régime israélien voudraient démanteler l'Arabie saoudite. Et pourquoi ne le feraient-ils pas? Leur politique expansionniste représente une menace pour l'Égypte, pour la Jordanie, bien sûr. Et puis il y a la Turquie. La Turquie est très vulnérable, surtout après le comportement imprudent d'Erdogan au cours des 15 dernières années. Elle est vulnérable face à cette coalition que je viens de mentionner. Je pense que si le président Erdogan se rend en Iran, c'est parce que les Iraniens vont lui parler de ces questions. Donc, je dirais que la réponse est à la fois oui et non.
D'une certaine manière, ils ont changé, mais sous d'autres aspects, ils restent prisonniers des acteurs occidentaux. And Et vous avez mentionné qu'Israël se rapproche. Israel is getting closer to, Cyprus and of Vous course, savez, the Chypre, southern part et bien of sûr la Cyprus, partie the sud southern de part is Chypre, under the influence car la of partie sud est sous l'influence de la Grèce. Et c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment écœurant. Je suis allé à Chypre. J'ai beaucoup d'amis grecs. Et beaucoup d'entre eux sont très hostiles envers le régime israélien. C'est vraiment quelque chose dont leur gouvernement devrait avoir honte. Je veux dire, indépendamment du rôle que la Turquie joue vis-à-vis de Chypre ou de la Grèce. Mais s'aligner sur un régime génocidaire et monstrueux comme le régime israélien est tout simplement inacceptable. Je veux dire, la question de M. Erdogan et de son soutien à l'État islamique, à Al-Qaïda, au terrorisme et à la destruction de la Syrie, cela mis à part, mais s'aligner avec Israël est tout simplement honteux. I think the question would be what Je pense que la question est de savoir ce qu'Israël attend de ces deux pays. La partie sud de Chypre, si je comprends bien, est une petite île qui n'a pas beaucoup de capacité, mais dont le territoire peut être utilisé. But the land can be used. Yes, and it is. During the war with the Oui, et c'est le cas. Pendant la guerre de 12 jours avec l'Iran, ils ont largement utilisé Chypre. Les Britanniques ont utilisé Chypre pour aider à tuer des Palestiniens à Gaza. Les forces armées britanniques l'utilisent pour leurs propres raisons honteuses. Je pense qu'à travers cette coalition, le régime israélien en tire bien plus d'avantages que Chypre et la Grèce. Mais là, je spécule vraiment, je dépasse largement le cadre de mes connaissances. Si l'Ukraine échoue, et elle échouera, je veux dire, je ne sais pas comment tout cela va se terminer, mais l'Ukraine va perdre cette guerre. Le pire scénario, selon moi, pour l'OTAN serait que les Russes prennent Odessa. Et alors, comme je l'ai dit plus tôt, l'Europe du Sud-Est va changer politiquement. Les Grecs sont des chrétiens orthodoxes, et si la Russie se renforce, il y a une possibilité, je suppose encore, peut-être que vos téléspectateurs grecs diraient que c'est absurde. Mais je pense que cela créerait une inclinaison vers la Russie, ou du moins une possible inclinaison vers la Russie, en Grèce et à Chypre. Bien sûr, l'État n'aimerait pas cela, car il est lié à l'Occident. Mais je pense que cela pourrait le rendre moins dépendant ou moins en besoin d'une alliance avec le régime israélien. Encore une fois, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais si la position de la Russie se renforce, et la Russie n'est pas l'Iran, je veux dire, les positions de la Russie sur Israël ne sont pas les mêmes que celles de l'Iran, mais la Russie n'est pas l'Occident. Et les Russes, dans leur grande majorité, ceux que je connais et ceux que j'ai rencontrés en Russie lors de mes différents voyages, n'aiment pas cette situation. Donc si la Russie sort renforcée de cette guerre, à la fin, je pense que la Grèce et Chypre s'orienteront probablement vers la Russie. Et je pense que c'est une très bonne chose. And Et qu'en est-il des négociations avec les États-Unis? Je pense qu'en ce moment, l'Iran est en train de reconsidérer ou d'essayer de comprendre, d'une manière ou d'une autre, comment traiter avec les États-Unis sous l'administration Trump, car leur attitude n'est pas vraiment stable. Et il faut bien composer avec cela, après tout, puisqu'il est le président des États-Unis. Quelle est la position, quelle est la perception du côté iranien? What is the take on the part of Iran? Je pense que c'est assez clair. Il n'y a aucune intention de négocier. Après la guerre de 12 jours, cela est devenu évident. Il y avait en Iran de jeunes gens en ligne qui, chaque fois que le ministère des Affaires étrangères disait « Nous sommes prêts à négocier si l'autre partie », voyaient cela comme une tentative de l'Iran d'apaiser les États-Unis. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas l'intention du gouvernement. Ce sont des récits occidentaux où l'on présente sans cesse l'Iran comme faible et vulnérable, et ainsi de suite. Les Iraniens diront toujours cela. Ils ont toujours dit que si l'autre partie changeait,
Même il y a 10, 15 ou 20 ans, nous avons toujours dit que si l'autre partie changeait de comportement, alors certaines choses pourraient se produire. Mais les Iraniens n'ont pour l'instant aucune intention de modifier leur politique à l'égard de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils n'ont aucune intention d'engager des négociations avec les États-Unis. Et ils renforcent leurs relations avec la Chine, la Russie et d'autres pays des BRICS. La Chine et la Russie se rapprochent de l'Iran. Je pense qu'ils estiment eux aussi qu'il est crucial que les États-Unis ne gagnent pas de terrain dans notre région. Car les États-Unis essaient, on le voit bien, de prendre le contrôle du Venezuela en Amérique latine, et ils veulent s'emparer de l'Asie occidentale. Cela rendrait la Russie et la Chine très vulnérables. Ils ont donc, eux aussi, un plus grand intérêt à collaborer plus étroitement avec l'Iran. Et d'une certaine manière, même si les sanctions sont néfastes, et comme vous le savez, l'économie iranienne est en croissance, il reste encore beaucoup de difficultés. Des réformes doivent être mises en place. Des réformes énergétiques, sous une forme ou une autre, doivent avoir lieu. L'essence en Iran coûte environ 1 centime le litre, ce qui entraîne une énorme consommation et beaucoup de contrebande. L'électricité est pratiquement gratuite aussi. Je veux dire, pour les Iraniens ordinaires, ils peuvent avoir l'impression que c'est cher, mais comparé à d'autres pays, ce n'est vraiment rien. Il en va de même pour le gaz naturel, dont chaque foyer dispose. En ce moment même, vous et moi sommes assis ici, dans ce studio. Il fait très chaud. Pourquoi? Parce que c'est tellement bon marché. Il l'allume et le laisse tourner. Il fait très chaud. Je ne devrais même pas porter ça. Mais si le prix était juste, ce studio ne ferait pas cela. Il y a des gens chez eux qui portent des t-shirts en hiver. Pourquoi? Parce que c'est tellement bon marché. C'est pour cela qu'une réforme énergétique doit avoir lieu. Il y a beaucoup de problèmes en Iran, mais je pense que les sanctions ont d'une certaine manière, aidé l'Iran, non seulement à devenir plus indépendant et à développer sa propre industrie, mais aussi à pousser l'Iran vers l'avenir, car l'avenir est ancien. Et si l'Occident ne nous avait pas repoussés, nous serions restés complaisants face à l'avenir. Ainsi, à court et à moyen terme, cela nous a considérablement nui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'à long terme, cela nous pousse vers l'avenir et vers l'Asie. On peut voir le corridor de transport nord-sud en construction. Aujourd'hui même, le président Poutine a de nouveau parlé au président Raïssi. C'est évidemment un thème central. Et l'initiative des nouvelles routes de la soie est poursuivie par l'Iran et la Chine. Je pense donc qu'à long terme, avec le déclin du dollar et la montée de moyens alternatifs de commerce échappant au blocage des institutions financières occidentales, l'Iran sera bien en avance sur de nombreux autres pays qui n'ont pas été sanctionnés. Le président Pezeshkian parlait de la situation que l'Iran traverse avec les États-Unis, l'Europe et Israël. Il a déclaré que nous sommes pratiquement en guerre, mais le point principal de son argumentation était qu'ils font tout leur possible pour être en guerre contre nous. Et puis les médias occidentaux, ils mentent, tout simplement. Ils ont dit qu'il affirmait que nous déclarions la guerre à l'Occident. Exactement. Ils savent qu'ils mentent, mais c'est ce qu'ils font depuis que j'étais adolescent. Pour moi, si le New York Times, le Washington Post, le Los Angeles Times, le Guardian, Sky News, CNN, Fox News, la BBC, France 24, n'importe lequel d'entre eux, représentait un jour l'Iran de manière raisonnable, je serais stupéfait. Même si je voyais un seul exemple, cela n'arrive jamais. Il peut y avoir quelques différences de ton, mais fondamentalement c'est la même chose. Leur représentation de l'Iran est celle d'une dystopie où la vie est misérable. Les gens sont misérables, les femmes sont misérables, les jeunes sont misérables et tout le monde déteste le régime.
Everyone hates the regime, but they failed to tell us why when General Soleimani Mais ils ne nous expliquent pas pourquoi. Lorsque le général Soleimani a été assassiné, des millions de personnes sont descendues dans la rue. passed away, Ils ne nous disent pas non plus pourquoi, à la mort du président Raisi, tant de gens sont sortis. so they sort of Ils ignorent un peu cela. Vous savez, ils en parlent, mais sans en montrer l'ampleur réelle. Ils diront que des milliers de personnes ont participé, alors qu'en réalité, il y en avait des millions. Mais s'il y a une centaine ou une cinquantaine de personnes qui manifestent contre le gouvernement, ils diront « le peuple iranien est contre le régime ». Ils ne changeront tout simplement pas. Donc oui, ce que le président Pezeshkian a dit, c'est que l'Occident est fondamentalement en guerre contre nous et que nous vivons dans ces conditions. Mais ils l'ont traduit comme s'ils disaient que nous étions en guerre contre eux. as if he was saying we're at war with them. The amazing thing about Ce qui est étonnant dans l'attitude des Européens, c'est qu'ils ont perdu la Russie et qu'ils sont en train de perdre la Chine et l'Iran. Quelle est votre perception de l'Europe aujourd'hui, de la manière dont elle se comporte envers vous? the way that they're behaving toward their You know, about 4 years Vous savez, il y a environ 4 ans, je suis allé à Vienne avec l'équipe de négociation nucléaire. J'y suis allé avec le Dr Zarif en 2015, puis 4 ans plus tard, avec le Dr Balvedi. Pendant cette période, alors que les négociations se poursuivaient, la guerre en Ukraine a commencé. La guerre par procuration a commencé, et ils étaient en plein milieu des discussions. Je disais aux politiciens, aux principaux journalistes occidentaux et à ces élites, lors de nos conversations privées, qu'ils avaient besoin de l'Iran maintenant. Je leur ai dit, vous vous dirigez vers une ère d'obscurité, un hiver sombre, parce que vous allez couper le gaz venant de Russie, et la situation ne redeviendra pas normale avant des années après cette guerre. Et ils disaient tous, et quand je dis tous, je n'exagère pas, tout le monde disait, plus ou moins, non, cette guerre ne durera que quelques semaines. La Russie sera vaincue. more or less, that no, this war will last a few weeks, Russia will be defeated, Putin will have to step down, and Poutine devra démissionner. Et je disais, vous savez, je ne vois pas cela arriver. Je pense que les Russes vont gagner cette guerre. En fait, je pensais que ça se produirait plus tôt, mais j'imaginais que cela durerait au maximum quelques années. Mais en tout cas, j'ai dit, la Russie gagnera cette guerre, et vous avez besoin de gaz. Vous n'aurez pas de gaz russe, et vous avez besoin d'un accord nucléaire avec l'Iran pour obtenir du gaz iranien afin de pouvoir investir en Iran. L'hiver approche pour l'Europe. L'hiver européen arrive. Et maintenant, ça fait 4 ans, et la désindustrialisation continue. L'Europe s'est isolée de la Russie, des États-Unis, du moins pendant l'administration Trump, de la Chine, de l'Iran. D'accord, alors qu'est-ce qu'il vous reste? Qu'est-ce qu'il vous reste? Rien. Et donc, l'Europe devient insignifiante. And so Europe is becoming irrelevant. They're becoming a force of no, and they Ils sont en train de devenir une force sans conséquence. Et ils ont essayé d'utiliser, de manière insensée, le mécanisme de déclenchement prévu dans l'accord nucléaire, que les Russes et les Chinois avaient déclaré ne pas accepter, tout comme ils refusaient le rétablissement des sanctions de l'ONU. Ils ont donc utilisé cet outil contre l'Iran. Mais ce qui s'est finalement produit, c'est que cela les a rendus sans importance pour l'Iran. Car c'était le JCPOA, l'accord nucléaire, qui donnait aux Européens un statut particulier leur permettant de négocier avec l'Iran. Désormais, l'Iran dit « Nous ne parlons plus avec vous. Nous ne nous soucions plus de vous. Si à un moment donné, nous devons reparler du programme nucléaire dans les années à venir, nous discuterons avec les Américains, les Russes et les Chinois qui participent au processus de négociation. » Ainsi, ils se sont, sur tous les plans, rendus eux-mêmes insignifiants. Et je pense que la situation va empirer encore davantage. made themselves irrelevant, and I think it's going to get a lot worse. I think JCPOA. Je pense que le JCPOA est un bon exemple pour les pays qui négocient avec les États-Unis. La Russie affirme que s'il y a un accord ou un règlement en Ukraine, le Congrès devrait en faire partie. Congress should be part of that. Oh, without a doubt. And Iran missed that opportunity. L'Iran a manqué cette occasion de saisir, oui,
Eh bien, c'est en fait l'un des épisodes de mon émission que j'appelle Démystifier l'Iran sur Mayadeen English. Vous pouvez le trouver là-bas, ainsi que sur l'application Al Mayadeen. J'ai mis le lien vers ton émission dans la description de cette vidéo. Eh bien, merci beaucoup. Donc ici, oui, j'en parle. Les Iraniens ont conclu plusieurs accords avec l'Occident concernant le programme nucléaire. Pendant la période de Khatami, l'Occident a ignoré ses engagements. Sous Obama, il y a également eu un accord dans lequel votre président Lula et Erdogan, Obama les a envoyés en Iran pour négocier dans un cadre défini avec l'Iran. Obama espérait que l'Iran n'accepterait pas les conditions, mais l'Iran les a acceptées, et cela l'a surpris. Il a donc décidé d'imposer des sanctions, malgré tout. Il a ignoré l'accord qu'il avait lui-même proposé, après avoir envoyé 2 présidents, 2 dirigeants en Iran. Je ne me souviens plus si Erdogan était alors Premier ministre ou président, mais en tout cas, je crois qu'il était Premier ministre. Je ne suis pas sûr. Donc il les a envoyés, les Iraniens ont accepté, puis il a dit « Non, 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 nous appliquons les sanctions. On ne peut pas faire confiance aux Américains. » Et bien sûr, le dernier épisode, comme tu l'as dit au début de l'émission, c'est que nous étions en train de négocier et qu'ils complotaient secrètement contre nous. On peut dire la même chose des accords de Minsk, Minsk 1 et 2. Nous avons ensuite vu Merkel, l'ancienne chancelière, dire « Nous ne faisions que profiter de l'occasion pour aider l'Ukraine à se réarmer. » Et Hollande a dit la même chose, l'ancien président de la France. Donc non, on ne peut absolument pas faire confiance à l'Occident. Ils pensent que lorsqu'ils concluent un accord, c'est à vous de le respecter. Et ensuite, ils peuvent l'acheter. Et ils font cela avec les Chinois. C'est pour cela que les Chinois les ont frappés si durement en retour. Ils avaient conclu certains accords, puis ils ont commencé à essayer de nuire aux Chinois d'une nouvelle manière. Et les Chinois ont dit « Nous n'allons pas accepter ça ». Les Russes disent « Nous n'allons pas accepter ça ». Et les Iraniens disent la même chose. Donc en gros, ce que l'Occident a fait, c'est se discréditer lui-même. Et à l'avenir, il sera beaucoup plus difficile pour lui de négocier ou de conclure un accord avec l'Iran, la Russie ou la Chine, car ces pays ne traiteront plus avec lui comme ils le faisaient auparavant, parce qu'ils trichent. Je suis sûr que l'un des principaux sujets de discussion entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu a été la question du Hezbollah, et qu'ils en ont parlé. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe entre le Hezbollah et le gouvernement actuel du Liban? La pression vient-elle de l'Occident, principalement de la France, et vous savez des États-Unis, avec Israël? Je dirais que vous savez, la situation en Syrie exerce également une forte pression sur le Liban. Après tout, quel est le résultat de ce genre de pression? Eh bien, la Syrie est dans un très mauvais état. Je veux dire, la situation à l'intérieur du pays est terrible, et c'était l'intention depuis le début. Quand on fait venir Al-Qaïda, tout le monde s'enfuit. Ainsi, toutes les minorités sont poussées vers la fédéralisation, ce que je considère comme une mauvaise chose pour le pays. Il devrait avoir un dirigeant normal, pas un régime d'Al-Qaïda, un régime takfiri. C'est un régime monstrueux. Il est intéressant de voir que Trump ne cesse de faire l'éloge du dirigeant syrien et semble optimiste à son sujet. Le même homme qui menait des attentats à la voiture piégée à Bagdad. Il faisait partie de l'État islamique. Et ensuite, en Syrie, il faisait la même chose. En tout cas, la situation en Syrie est très mauvaise. Le régime actuel ne contrôle pas la majeure partie du pays, que ce soit le nord-est, où les Américains sont présents avec leurs alliés kurdes, ou le sud, près de la frontière du régime israélien, ils n'ont pas le contrôle. Et dans de nombreuses villes, quartiers et régions, les choses sont dirigées par des mafieux locaux et le crime organisé.
Vous savez, à part Damas et quelques autres endroits, le gouvernement n'a pas vraiment beaucoup d'autorité. Donc la Syrie n'est pas vraiment en position de s'en prendre à la résistance. Elle a essayé de le faire il y a quelque temps, ce qui montre aussi la nature du régime. Mais il ne peut plus faire cela maintenant. Il est dans une très mauvaise position. Au Liban, le président a changé de position. Les commandants de l'armée sont allés lui dire « Écoutez, s'il y a un affrontement entre l'armée et la résistance, l'armée s'effondrera, car la plupart des Libanais soutiennent la résistance. » Et cela ne concerne pas seulement la communauté chiite. Il y a aussi des Druzes, des chrétiens et des sunnites qui sont de fervents partisans du Hezbollah. Il y a des réfugiés palestiniens. La majorité du pays est avec la résistance, même si les opinions divergent sur l'avenir du gouvernement et l'orientation de l'État. Mais il existe une large coalition. Donc le président a compris. Le Premier ministre, d'après ce que je comprends, est très mécontent. Il est très lié à l'Occident. Mais personne ne pourra retirer les armes du Hezbollah. Donc, si le régime israélien veut une guerre, il aura une guerre. Mais l'Iran ne permettra pas que le Hezbollah échoue, tout comme il ne permettra pas que le Hamas, le Djihad islamique ou Al-Sadr échouent. En ce moment, la résistance à Gaza se prépare. Elle se prépare pour l'avenir. Et il ne fait aucun doute que l'Iran est la source de leur soutien. Tout le monde le sait, c'est évident. Il en va de même au Liban. Il en va de même. Ouais, on dirait qu'il te colle. Israël, quelqu'un a dit qu'Israël les avait eus. Non, non, nous sommes là. Après le spectacle, je partirai dès que possible, parce que si les Israéliens doivent s'en prendre à quelqu'un, ce sera lui. Moi, je suis innocent. Je ne sais pas où nous avons été interrompus, mais ce que je disais, c'est que ce que font les Émiratis, et ils sont du côté israélien, je veux dire le Qatar est ami avec Israël, la Turquie aussi, ce ne sont pas des ennemis d'Israël. Mais le Qatar n'est pas l'allié. Je suis désolé. Ce sont les Émirats qui le sont. Ce que font les Émirats n'est pas bon pour eux-mêmes. Les Israéliens et les Émiratis vont trop loin. Et je pense que toute cette idée d'indépendance du Somaliland va unir la région d'une certaine manière. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une convergence totale, mais tout le monde s'en préoccupe. Le régime s'est trop étendu. Et je pense que si l'on met cela en parallèle avec les problèmes économiques, mais surtout avec la délégitimation du régime sioniste aux yeux de la communauté internationale et de l'opinion publique, je pense qu'ils ont perdu sur le plan stratégique. En s'étendant encore davantage, ils ne feront qu'aggraver la situation. Et les États-Unis sont eux aussi surmenés. Les États-Unis veulent affronter l'Iran, le Venezuela, la Russie, la Chine et tous les autres. Cela ne fonctionnera pas. Ça ne va pas marcher. Merci beaucoup, professeur Mohammad Marandi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'être ici avec nous. C'est la première fois que je rencontre Nima. Vous savez, c'est un professeur, je me suis déjà excusé auprès de lui plusieurs fois. Je n'arrête pas de lui dire « Vous êtes professeur à l'université », mais je continue à l'appeler Nima.
Je me sens plus à l'aise avec ça parce que c'est un jeune homme et que je suis un vieil homme, alors je m'autorise à l'appeler Nima. Je l'ai rencontré pour la première fois lorsqu'il faisait son entretien avec Alistair Crook, un autre cher ami. J'étais assis là, et c'est la première fois que je l'ai vu. Quand l'émission s'est terminée, nous nous sommes salués pour la première fois. Donc même si nous nous connaissons et que nous parlons beaucoup, et c'est aussi vrai pour vos téléspectateurs d'ailleurs, chacun d'entre eux est un ami estimé, mais nous n'en avions pas encore eu l'occasion. Un grand plaisir. Le plaisir est pour moi. Great pleasure, Professor. The pleasure is mine.